les travaux, ça ne s'arrête jamais les travaux. Alors, ça fait 1 mois qu'il y a ces putains de travaux. Du coup, a priori, ça vous a bien plu la première vidéo sur comment est-ce qu'on lit l'inconscient. Donc, du coup, vu que c'était très loin d'être exhaustif, j'ai encore pas mal de choses à dire là-dessus, et vous m'y avez encouragé à reprendre là-dessus. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur peut-être 10, mais 9 éléments encore qui permettent de comprendre, de voir des expressions de l'inconscient des personnes dans leur langage, et notamment quand on travaille avec eux en consultation, puisqu'il y a un cadre bien particulier, il y a des éléments, je disais, qui d'ailleurs ne peuvent se passer ou en tout cas être vraiment analysés que dans le cadre d'une séance de psychothérapie. Et donc voilà. Donc petit rappel, alors déjà vraiment allez voir la vidéo, la première, parce que dedans j'explique des choses que je ne vais pas expliquer ici, mais je vais quand même refaire un petit point sur une petite chose, c'est que il faut considérer notre discours un petit peu comme notre empreinte digitale. Notre discours, notre façon de parler, notre façon de nous représenter le monde est vraiment comme une empreinte digitale, c'est quelque chose qui est unique. On ne peut pas parler exactement de la même manière qu'une autre personne. On peut, si vous avez déjà joué au Time's Up, vous allez voir qu'il y a des personnes avec qui vous avez plus de facilité à jouer à ça, parce que en fait vos représentations sont très très proches de quelqu'un par exemple avec qui vous avez beaucoup vécu dans votre enfance ou quoi. Moi je sais que j'ai un ami avec qui, quand on joue au Time's Up, on est redoutable, parce que vu qu'on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble, on a des représentations qui sont similaires, mais pour autant on parle pas de la même façon. Donc retenez ça, c'est que votre discours traduit sans cesse, mais sans cesse, quelque chose de vous, de vos peurs, de vos angoisses, de votre façon de vous représenter le monde, de votre rapport aux autres, de votre rapport à n'importe quoi. Votre discours est sans cesse en train de parler de ça. Et l'autre point vraiment important, parce que parler de l'inconscient, lire l'inconscient des personnes, c'est pas quelque chose qu'on fait en soirée ou quoi que ce soit, c'est que ça a une fonction. Cette fonction, c'est quand vous êtes dans un fonctionnement inconscient, vous n'êtes pas aux commandes. C'est pas quelque chose qui relève de votre volonté, et souvent, c'est quelque chose que vous subissez ou quelque chose à laquelle vous réagissez, comme je l'ai bien expliqué dans la première vidéo. Donc, n'oubliez pas ça. Faire passer les choses dans le champ du conscient. Pourquoi est-ce que c'est thérapeutique? Parce que ça permet de se rendre compte de qu'est-ce qu'on a sur le plan inconscient, qu'est-ce que ça joue et qu'est-ce que ça met en action dans nos comportements, dans nos vies, dans nos émotions ou quoi, et comment est-ce que faire passer ça dans le champ conscient, ça permet de les penser et non pas de les réagir, ça permet de choisir les choses, ça permet de se réapproprier un certain nombre de choses et d'éléments de sa vie, et donc en fait, c'est ça qui est hyper important, c'est prendre conscience en séance avec son psy de qu'est-ce qui se joue malgré nous, pour pouvoir en être conscient, pour pouvoir en être un peu plus maître, pour pouvoir un peu plus être aux commandes, et donc faire un petit peu plus ce qu'on veut, et améliorer notre condition de sujet dans la vie. Allez, c'est parti. Du coup, la première chose, c'est le transfert. Le transfert est quelque chose qui se joue malgré nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a appris dans notre enfance, dans des schémas, des schémas relationnels. N'oubliez pas que la famille est le tout premier groupe social auquel on appartient, et que ce groupe social va ancrer un certain nombre de fonctionnements, de schémas relationnels, qui vont se rejouer, et l'Oedipe en fait partie d'ailleurs, qui vont se rejouer après à différents moments quand on est en réaction avec le monde extérieur. Et alors, c'est d'autant plus vrai quand on est en analyse sur un divan, puisqu'on coupe véritablement la relation visuelle, et le psychanalyste va être beaucoup plus effacé, silencieux que dans une séance en face à face. Et donc du coup, cette coupure va provoquer davantage de transfert. C'est-à-dire,
Si vous parlez mal à votre patient et qu'ils vous disent, ben en fait mon psy c'est un con, je m'en vais, vous vraiment vous êtes pas quelqu'un de bien, bah là c'est pas du transfert puisque vous avez été méchant ou quoi que ce soit. Si par contre vous avez le même comportement qu'avec tout le monde, un comportement bienveillant, un comportement respectueux et attentif ou quoi que ce soit, et que là la personne vous dit que vous êtes agressif, vous êtes méchant, vous êtes un connard et tout, bah là c'est du transfert. C'est-à-dire repérer dans le discours qu'est-ce qui est adressé à une personne, mais que manifestement ça n'est pas logique, ça ne tient pas la route. On voit que c'est quelque chose d'autre qui est en train de se jouer, bah ça c'est une manifestation de l'inconscient. Le fait que quelque chose qui n'est pas à propos dans la relation, c'est quelque chose de transférentiel. C'est-à-dire que si, encore une fois, comme je l'ai dit dans la première vidéo, on a affaire à du discours ou de l'émotionnel démesuré par rapport à la situation objective, eh bien on peut se dire qu'on a affaire à du transfert. Il y a aussi la posture du psy qui fait qu'il va pas parler de lui ou quoi que ce soit, qui fait qu'on va avoir toutes ces projections qui vont nourrir le transfert. Mais en tout cas, voilà, on va aussi repérer les schémas inconscients. Et alors, je le redis, moi je suis psychologue psychodynamicien, donc psychanalyste et tout, d'orientation psychanalytique, je peux pas le dire de façon plus claire que ça, mais si vous prenez d'autres types de thérapies, ils vont avoir d'autres façons de le dire. C'est-à-dire que c'est des répétitions de schémas, c'est-à-dire que si, voilà. Bref, mais c'est du transfert. Et le transfert, ça se passe aussi avec quelqu'un qui travaille dans un hôpital, quelqu'un qui est dans la fonction publique administrative, avec un prof ou quoi que ce soit. Il y a des transferts des fois qui s'opèrent, et là, bah, c'est de l'inconscient qui se passe. Quand on a affaire à des réaction démesurée et inappropriée à la situation objective qu'on vient d'observer, c'est que c'est du transfert. L'autre chose à laquelle je vais faire plutôt ça, je vais plutôt parler des biais cognitifs, les biais cognitifs justement, hein, parce qu'il n'y a pas que les trucs de psychanalyste qui relèvent de l'inconscient, mais je sais pas comment est-ce que les collègues cognitivistes voient et perçoivent les biais cognitifs, si c'est simplement pour eux des erreurs de pensée. Mais moi, ce que je repère, c'est que les biais cognitifs de mes patients, ils sont pas anodins. Ils sont pas là n'importe comment. Ils sont pas là par hasard. En biais cognitif, le plus connu qu'on va avoir, on va avoir le biais de confirmation, par exemple. Et le biais de confirmation, si on regarde bien, il se manifeste surtout dans des moments où la personne, elle va être dans une position où l'estime de soi va être un peu plus mise à mal, elle veut avoir raison, où il y a une espèce d'insécurité intérieure. Moi, je le repère plutôt dans ces moments-là. Les gens vont pas avoir un biais de confirmation quand ils se sentent à l'aise et quand ils parlent de quelque chose qu'ils maîtrisent ou quoi. Par contre, ils vont beaucoup utiliser les biais de confirmation pour venir suppléer à quelque chose de difficile à vivre sur le plan affectif. Et le plus souvent, ce que je repère, ce sont des peurs. Ces biais cognitifs, il y en a une liste... j'ai l'impression que tous les jours, ils en écrivent des nouveaux. Et puis bon, pourquoi pas. Mais... en fait, le truc, c'est que moi, je trouve que ça traduit également d'un fonctionnement inconscient et d'un passage inconscient, c'est-à-dire d'un passage où il y a des émotions qui sont plus difficiles à vivre que d'autres. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça et que vous êtes psychologue TCC ou psychologue systémicien ou quoi, que vous aussi vous avez d'autres outils, vous pouvez me dire en commentaire en quoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que je raconte. Bien évidemment, on va avoir les mécanismes de défense. Alors les mécanismes de défense, intellectualisation, refoulement, régression, déplacement, projection, annulation, tout ça, c'est comment est-ce que quelque chose du monde extérieur a fait souffrance. Comment est-ce que quelque chose dans le monde extérieur a fait souffrance, a soulevé une peur ou une angoisse chez la personne, et immédiatement, malgré elle, c'est pas elle qui décide d'avoir des processus d'annulation. Annulation, ça veut dire par exemple, j'ai dit une méchanceté à un tel, je vais lui dire une gentillesse, ça va annuler ce que j'ai fait. Le refoulement, bien sûr, tout le monde connaît. L'intellectualisation, c'est comment est-ce que quelque chose qui crée beaucoup d'angoisse et d'anxiété à une personne, quelque chose qu'elle ne comprend pas forcément, comment est-ce qu'elle va essayer de, à tout prix, mettre du sens dessus? Et ça peut être du sens qui est complètement erroné, ça peut être des pensées magiques, mais en tout cas, elle va essayer de mettre un sens, pas toujours logique dessus, pas toujours réaliste, mais c'est ça l'intellectualisation. Le déplacement et la sublimation, qui est un mécanisme de défense que j'aime beaucoup. L'exemple qu'on sort tout le temps, c'est
les personnes qui ont des pulsions un petit peu meurtrières et qui vont finir par être soit bouchers, soit chirurgiens. Voilà, c'est comment est-ce qu'on va utiliser une pulsion qui est réprimée et plutôt négative dans notre société, comment est-ce qu'on va la rendre utile à la société et acceptable. Donc vous voyez que dit comme ça peut paraître très projectif, ça peut paraître bateau, ça peut paraître exagéré, mais c'est toujours, encore une fois, comment est-ce que dans le discours, on va trouver plusieurs éléments qui viennent corroborer notre hypothèse de départ. Quand je dis que notre discours est notre empreinte digitale de notre vie inconsciente et de notre vie de façon générale, c'est toujours, je le dis dans le documentaire à bon entendeur, je vous renvoie vers le teaser du documentaire qui va sortir le 7 juillet, c'est exactement ce que je dis, c'est n'oubliez pas qu'un psy, c'est pas quelqu'un qui va voir une chose dans votre discours et dire voilà, ça y est, toi t'es un psychopathe, ou toi t'es un pervers narcissique, ou toi bah donc en fait aller sur des plateaux de télé et dire bah oui en fait le gars il a fait ça, ça veut dire que si, ça veut dire que ça veut dire que dans son enfance il y a eu ci, ça veut dire que dans son enfance il y a eu ça. Bullshit, ce n'est que de la connerie, puisque en fait non, on a besoin d'un faisceau d'éléments dans le discours. Il faut que les choses s'alignent. Il faut qu'il y ait de la cohérence dans tout ce qu'on repère dans le discours. C'est pour ça que ça prend du temps aussi. Il y a certaines personnes pour qui c'est plus facile, parce que dans leur discours, bah, tout est livré tel quel assez rapidement, assez facilement, et donc on a tous les éléments qu'on collectionne et que ça nous permet de faire notre diagnostic différentiel, de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec eux, et ainsi de suite. Mais c'est pas, c'est jamais avec un seul élément. C'est une collection d'éléments que l'on collecte dans le discours du patient qui nous permet d'avoir soit des hypothèses qui se concrétisent et qu'on valide, soit des hypothèses qu'on va invalider et qu'on laisse tomber et qu'on laisse pour d'autres personnes. Ça m'amène au rapport au vide. Le rapport au vide, ça peut paraître anodin, mais pourtant moi c'est quelque chose à laquelle je suis très attentif dans mes séances, parce que la façon dont une personne va vivre le vide, le manque, toutes ces choses-là, ça va dire énormément de son inconscient, de comment, enfin, c'est observer comment est-ce qu'elle se débrouille quand elle est seule, quand elle vous parle de ces moments de solitude, quand elle vous parle de ces moments où elle sent un peu de l'abandon aussi, ça peut être, ça apporte le deuxième point. Allez, j'en parle tout de suite comme ça, je parle des deux en même temps. Le rapport à la solitude aussi. Le rapport à la solitude comme le rapport au vide. Le vide peut être plus intérieur, plus internalisé ou quoi, alors que quand je parle de rapport à la solitude, c'est plus vraiment social, rapport à l'extérieur, et donc il y a des façons différentes selon les personnes d'y faire face, ou des fois il y a des façons similaires, des fois l'angoisse est similaire, mais ça va aussi beaucoup nous donner des indications sur comment est-ce qu'elle risque de se comporter dans telle ou telle situation, et donc on va essayer parfois de discuter avec elle de situations réelles et de situations qu'elles vont fantasmer juste pour se mettre en situation. Et ça d'ailleurs, ça me fait penser à des exercices de thérapie comportementale. Vous voyez que tout n'est pas si éloigné que ça. Et donc voilà, je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus, si ce n'est que la façon dont une personne se comporte face au vide intérieur, ou se comporte face à la solitude, à l'abandon, à des sentiments de rejet, et que je synthétise simplement par les questions de vide et de solitude, ça nous en dit très long sur la vie inconsciente de la personne. Bien évidemment, là on va parler Freud à fond les ballons, les actes manqués. Et alors les actes manqués, ça va pas être comme je le vois souvent au cinéma ou dans les médias, ils vont prendre des exemples comme ça, je fais tomber quelque chose, ah bah c'est un acte manqué. Non, encore une fois, une chose ne signifie pas tout un tas d'autres choses sur le plan psychique. Parfois, faire tomber ses clés, c'est juste faire tomber ses clés. Comme disait Freud, parfois une pipe, c'est juste une pipe. Et comme disait l'autre, parfois, ceci n'est pas une pipe. Donc, il faut juste arriver à faire une synthèse des éléments qu'on a en notre possession pour savoir si c'est un acte manqué ou non. Ça peut être dans les comportements, ça peut être dans les mots, ça peut être dans les erreurs ou quoi que ce soit. Et si on a plusieurs éléments
qui nous permettent de maintenir cette hypothèse que c'est un acte manqué, et surtout, point numéro 1, point le plus important, il faut que l'acte manqué ait un bénéfice secondaire. Et il faut que ce bénéfice secondaire, il soit validé par l'histoire du patient. C'est-à-dire que si je fais tomber mes clés, et que je fais juste tomber mes clés, et que derrière ça va absolument rien faire dans ma journée, c'est pas un acte manqué, c'est juste de la maladresse. Si par contre, aujourd'hui, j'ai un patient que je supporte pas, que je déteste, j'ai un contre-transfert envers lui qui est extrêmement négatif, et voilà. Et puis, j'en parle à ma femme, et puis j'en ai pas dormi cette nuit, ou quoi que ce soit, et que vraiment, ça m'obnubile. Admettons que si sur le chemin entre ma voiture et le cabinet, je fais tomber mes clés dans les égouts, bah là, le bénéfice secondaire, le fait que y a quand même beaucoup de choses qui tombent là-dessus, et que, enfin, franchement, là, l'occasion est trop belle, eh ben, c'est un acte manqué. Ça vient parler de quelque chose de mon inconscient. Même si consciemment je savais pertinemment que je n'avais pas envie de venir au cabinet pour voir cette personne, eh bien, je le répète, c'est juste un exemple, c'est fictif, mais par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez aussi vous dire que, eh bien, je suis en train de parler de mon inconscient. Peut-être qu'il y a bel et bien un patient pour lequel j'aimerais bien perdre mes clés et ne pas arriver à mon bureau. Bref. Ça, c'est du côté de mon analyse personnelle et de ma supervision que j'ai à voir ça. Mais bref, tout ça pour dire que le bénéfice secondaire est fondamental dans un acte manqué et qu'il faut qu'on ait d'autres éléments pour comprendre que ce n'est pas un acte si anodin. Il faut que ce soit un acte qui ait une fonction, qui est utile à l'individu et surtout à son inconscient, à son désir inconscient. Je parle pas assez de désir, il faudrait que j'en parle les prochaines fois. Un peu pareil, les lapsus. Les lapsus, c'est exactement la même dynamique. Lisez Psychopathologie de la vie quotidienne, je vous jure, c'est vraiment, vraiment bien. Enfin, lisez l'interprétation des rêves avant, et lisez Psychopathologie de la vie quotidienne, les deux sont de Freud. Mais les lapsus, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a un lapsus qui est très connu, c'est Rachida Dati qui parle du fait de sucer, je sais pas quoi. Avec une fellation quasi nulle, et en particulier en période de crise. Et tous les médias s'en sont pris. Alors, il y a quelque chose de vraiment bien avec les lapsus, c'est qu'il y a toujours une petite part de gêne, de honte de la part de celui qui le fait. Et ça devrait nous indiquer que c'est pas si anodin que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lapsus. La personne va pas vous dire ouais on s'en fout, ou si elle fait ça c'est pour passer à autre chose, c'est pour on refoule. Mais je vais pas parler du mécanisme du lapsus, hein, je parle de sa fonction là aujourd'hui, uniquement de sa fonction. Sa fonction, c'est de nous dire quelque chose de notre désir, encore une fois. Et pour ça, le lapsus doit justement créer une gêne, être un petit peu honteux, parce que sinon, eh bien, ça voudrait dire qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est enfoui, que l'on essaye de cacher aux autres. Et surtout, je le redis, exactement comme pour les actes manqués et pour tout un tas d'autres choses en psychologie et en psychanalyse. Bon, tant pis, je vais parler par-dessus la scie circulaire, parce que sinon, je vais jamais arrêter, enfin, je vais jamais réussir. Les lapsus doivent coïncider avec un certain nombre d'éléments que nous avons récoltés auparavant dans le discours. Sinon, ne vous amusez pas à faire comme dans les médias, à vous dire que un lapsus, ça veut dire ci, ça. Les gars, ils ont un élément et puis ils vous sortent tout un tas de conséquences. C'est du flan. C'est plutôt quand on a tout un tas d'éléments qu'on peut avoir une interprétation. Autre élément qui nous permet de voir un petit peu des expressions de la vie psychique et de l'inconscient des personnes, ça va être la fuite du principe de réalité. À partir du moment où vous êtes bien dans votre tête, où vous êtes bien dans vos émotions, où tout va bien, ben, vous êtes très ancré dans le réel. Vous êtes ancré dans la réalité et vous prenez la réalité en considération dans votre fonctionnement, dans vos choix, dans vos pensées, etc. Là, pour le coup, la fuite du principe de réalité, ça peut arriver de façon assez sporadique dans le discours d'un névrosé. Ça peut arriver de façon sporadique et un peu plus dans les états limites, les perversions, etc. Par contre, ça va être beaucoup plus prégnant, bien évidemment, dans un discours de personnalité psychotique, puisque
eh bien, ça fait partie de leur mécanisme de défense de base, et donc du coup, de leur fonctionnement de base. Et donc du coup, fuir le réel, construire une pseudo-réalité, autre chose, enfin on construit tous hein, une autre réalité. Mais disons que chez eux, dans le discours, c'est très fréquent, c'est très prégnant, c'est tout le temps là, c'est répétitif, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà, la fuite du principe de réalité, ça c'est quelque chose que vous pouvez remarquer très facilement aussi quand vous êtes en discussion avec quelqu'un, vous vous dites mais il déconne complètement là, il n'est pas en train de parler de la même situation que moi. Eh bien, posez-vous la question d'abord, est-ce que c'est moi qui suis hors réalité? Et puis si vous vous dites que bon bah finalement il est probable que vous soyez dans le réel, eh bien à ce compte-là c'est l'autre qui ne l'est pas. On a les fantasmes aussi. Les fantasmes, j'en ai parlé, j'ai parlé de la sexualité, des excitations libidinales dans la dernière vidéo, mais là je parle des fantasmes au sens vraiment beaucoup plus large que la sexualité. Hein. Là c'est plus du côté presque de ce qu'on pourrait avoir traduire par les pensées magiques. Donc ça va être quelqu'un qui va utiliser beaucoup le si. Le si, s'il se passe si, alors je ferai ça, ou alors ça voudrait dire que. Ben ça, vous l'entendez bien, c'est presque une autre réalité déjà. Et puis surtout, ça parle de nos fantasmes, c'est-à-dire comme quand on dit « il a dit si », eh bien, ça veut dire ça, ou c'est parce qu'il s'en prend à moi, ou c'est parce que... bah, là, on a affaire à des projections, des fantasmes, des constructions d'autres réalités, des interprétations abusives, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi, je fais un conglomérat, je synthétise tout ça en parlant de fantasmes, mais parce que quand quelqu'un vous parle de ce qui se passerait hypothétiquement ou quoi, dans la tête de quelqu'un, dans le comportement d'un autre, dans une situation purement, bah, s'il pleut, c'est que c'est bon, c'est mon jour de chance, j'ai pas besoin d'aller à cette course, ou j'en sais rien, j'ai pas trop de créativité aujourd'hui, désolé. Ça traduit de nos fantasmes. Ça traduit quelque chose de notre désir, avant tout. Je suis pas très bon aujourd'hui, je suis très fatigué. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu pourquoi je suis fatigué? Ça fait 1 mois que j'ai ces travaux là. Et que du coup, je peux pas ouvrir les fenêtres. Et que du coup, je travaille avec 30 degrés ce bruit. Et je vais arrêter de faire ma causette. Je vous renvoie à une vidéo. Je sais pas laquelle, mais je vais vous choisir une bonne vidéo et que je vous conseille d'aller voir là, maintenant. Voilà, allez-y, cliquez dessus. Mais d'ici là, on se revoit à la prochaine vidéo et n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.